En regardant ces exemples d'objets tournants, je suppose que tu imagines que dans le mouvement de rotation, il y a de l'énergie. Hein, c'est le thème de cette séquence. Voilà, on est ici le moteur à combustion interne, on a ce qu'on appelle ici un moment d'inertie, un objet tournant qui possède de l'énergie suffisante pour faire remonter le piston, pour le préparer donc à chaque explosion, hein, pour faire avancer ce moteur. On est ici un moteur à courant continu. Alors voilà, si on arrête d'un coup le courant, ben, il est clair que le moteur ne va pas s'arrêter pile. Hein, il y a de l'inertie dans le système, il y a clairement de l'énergie contenue dans le système, même en l'absence de force magnétique ici appliquée. Alors de même avec l'hélicoptère, il est clair que si le moteur de l'hélicoptère s'éteint, ben, les pales de l'hélicoptère ne vont pas s'arrêter instantanément. Hein, l'hélicoptère peut continuer à voler d'ailleurs sans la force de son moteur pour atterrir, avec un atterrissage d'urgence bien sûr. Mais voilà, donc tous ces exemples te montrent qu'il y a de l'énergie dans le mouvement de rotation. Alors, on va donc étudier ça et tu vas voir que ça fait intervenir cette notion de moment d'inertie. J'ai déjà parlé d'inertie ici. Et ce moment d'inertie, effectivement, va apparaître directement dans la notion d'énergie de rotation. Alors, ce moment d'inertie, on l'a déjà rencontré dans la séquence consacrée à la dynamique de la rotation, hein, qui était l'équivalent de la loi de Newton, mais pour le mouvement de rotation. Donc je t'invite à aller voir cette séquence si tu ne l'as pas encore vue. Sinon, c'est pas bien grave, tu arriveras à comprendre ce que je te raconte ici et tu iras la voir après. Voilà, donc on va commencer avec l'étude du mouvement de rotation. Je prends ici quelque chose qui ressemble à un pendule, mais je ne vais pas le considérer dans le champ gravitationnel terrestre. Hein. Je vais supposer que le plan de l'écran ici est horizontal et que cette masse M ici se met en rotation dans ce plan horizontal autour du point d'articulation. Là, l'axe de rotation se trouve là, bien sûr. Alors voilà, quand ce mouvement de rotation a lieu, il est clair que la masse ici a bien une certaine vitesse, et une masse qui a une vitesse, eh bien on sait que c'est associé à de l'énergie. C'est ce qu'on appelle de l'énergie cinétique, tu connais bien ça, on a bien 1/2 de mv carré. Voilà, ça vient du théorème de l'énergie cinétique, qui est un théorème de base de la mécanique, que tu connais sans doute déjà. Si tu ne connais pas ce théorème, tu connais déjà au moins cette formulation-ci. Tu sais que l'énergie cinétique d'une masse qui possède une certaine vitesse, eh bien, c'est donné par 1/2 de mv carré de la masse fois la vitesse au carré. Voilà. Et donc, il est évident que le mouvement de rotation possède de l'énergie au travers donc de cette notion d'énergie cinétique. Alors le tout maintenant, c'est de décrire cette énergie cinétique de rotation pour toute forme d'objet. Et donc pour ça, je vais commencer d'abord par décrire ce qui se passe pour un objet tournant. Un objet tournant, on va le décrire à partir de l'angle ici, à partir de l'angle qu'il forme avec une direction privilégiée. Ici, je prends la direction horizontale. Θ est donc l'angle qui varie, d'autant plus vite que la vitesse est grande, bien entendu. Il y a un lien évident entre la vitesse de variation de θ, la vitesse angulaire, et la vitesse v. Alors pour obtenir ce lien, il suffit d'exprimer ici la distance parcourue par la masse, c'est ce que j'appelle x, et ce x est évidemment directement proportionnel à θ ici, et la proportionnalité est donnée par le rayon de courbure ici, de cette trajectoire circulaire. C'est le r qui est ici, c'est le rayon du cercle parcouru par la masse. Il est clair que x est égal à r θ, puisque θ est l'angle supposé donné en radians. Eh bien, on sait que si on a un rayon r ici pour le cercle, l'arc de cercle ici a une longueur qui sera r θ. Donc voilà, ceci me permet d'exprimer la vitesse du mobile qui vaut dx sur dt, la distance parcourue divisée par le temps mis pour la parcourir, ici exprimé sous forme différentielle, donc un petit dx va correspondre à un petit temps dt. Si je fais le rapport des deux, eh bien j'obtiens forcément la vitesse.
Alors, le dx, ça va être forcément r dθ. Le rayon, lui, ne varie pas, on reste sur un cercle, et donc la dérivée de x, la différentielle de x, ce sera tout simplement r fois la différentielle de θ, la voilà. Donc, je peux voir ça aussi d'ailleurs comme une dérivée. Si je dérive rθ, r étant une constante, eh bien, il sort de la dérivée, et il me reste donc la dérivée de θ. Voilà, tout ça pour introduire une notion que tu connais déjà bien, qui est la vitesse angulaire. dθ sur dt, souvent on la note avec la lettre petit oméga ici. Voilà, oméga, qui vaut aussi bien sûr 2π sur t. Pourquoi? Parce que c'est la vitesse angulaire. Et sur grand T ici, ce grand T signifie la période du mouvement, c'est le temps qu'il faut pour faire un tour complet ici. Et sur ce temps-là, l'angle que je parcours, c'est forcément l'angle du tour complet, c'est-à-dire en radians, ce sera 2π. Et donc l'angle 2π est parcouru en une période. La vitesse angulaire, c'est donc l'angle parcouru divisé par le temps mis pour le parcourir, c'est donc par définition 2π sur la période. J'espère que tu as bien compris ça. Ceci est une petite relation qu'il faut bien entendu connaître quand on traite de problèmes de mouvements de rotation ou de problèmes périodiques de manière générale. Voilà, donc 2π sur t, c'est oméga, retiens-le, on y reviendra certainement à cette expression. Voilà, donc je peux maintenant remplacer V par R oméga, ici dedans, et donc j'ai M R carré oméga carré dans l'expression de l'énergie cinétique. Et ça m'intéresse parce que je retrouve ici la notion de moment d'inertie qu'on avait vu donc dans la séquence consacrée à la dynamique de rotation. Ici, j'ai mr carré, donc c'est effectivement le moment d'inertie d'une simple masse se trouvant à distance r de l'axe de rotation. Si cette masse tourne à une distance r de l'axe de rotation, on va considérer donc qu'elle a un moment d'inertie qui est m fois r au carré, c'est ce qui est ici. Donc voilà, j'appelle ça J, comme je l'ai fait dans la séquence consacrée à la dynamique de la rotation. Et on retrouve ça donc ici dans l'expression de l'énergie cinétique. Voilà, donc on va retenir que cette notion de moment d'inertie est présente dans l'énergie cinétique de rotation. Et voilà, donc si je l'introduis, bien sûr, si mr carré est remplacé par j, eh bien l'expression de l'énergie cinétique devient 1/2 de j oméga carré. On peut déjà faire un parallèle, bien sûr, avec l'écriture qu'on avait ici, avec la vitesse, 1/2 de mv carré. On voit que la vitesse est remplacée par la vitesse angulaire et que la masse est remplacée par le moment d'inertie. Ce n'est pas si étonnant, on sait que la masse représente de l'inertie, eh bien le moment d'inertie aussi représente de l'inertie par rapport au mouvement de rotation, comme on l'a vu dans la séquence consacrée à la dynamique de la rotation. Voilà, donc on peut maintenant continuer, on va généraliser ça. Si j'ai un objet plus compliqué maintenant, qui n'est pas constitué que d'une masse, j'ai toujours ici la tige du pendule qui est supposée sans masse, et cette fois-ci j'y fixe deux masses, M1, M2. Alors, les choses sont très simples, la vitesse de la première masse, ce sera tout simplement la vitesse V1, je vais l'appeler, qu'il faudra R1 oméga, où R1 est le rayon, bien sûr, où se trouve la masse M1, c'est le rayon du cercle de la trajectoire effectuée donc, par la masse M1. Et de même, pour la vitesse de la masse 2, j'aurai V2 qui vaut R2 fois oméga, où R2 est le rayon tracé, donc, enfin du cercle tracé par la masse M2. Donc voilà, ceci est assez évident. On a toujours bien sûr la vitesse angulaire qui est commune à ces deux masses. Elles font partie du même objet rigide et cet objet est en train de tourner ici à la vitesse dθ sur dt, c'est-à-dire oméga qui est ici. Vitesse angulaire fois la distance, ça donne bien la vitesse de l'objet, la vitesse usuelle, on va dire en mètres par seconde, ici et là. Voilà, donc on voit tout de suite la généralisation, bien sûr. Quelle est l'énergie contenue dans le mouvement de cet objet plus compliqué constitué de deux masses? C'est clair que ce sera l'énergie de la première masse plus l'énergie de la deuxième masse. Et il s'agit bien sûr d'énergie cinétique. Voici 1/2 de M1 V1 au carré, V1 qui est remplacé par R1 oméga, j'ai donc bien R1 carré oméga carré. Et même chose pour la masse M2, cette masse qui avance à la vitesse V2, qui vaut R2 oméga, a bien pour énergie 1/2 de M2 R2 carré oméga carré.
Et donc voilà, maintenant je vais avoir l'énergie totale, qui sera simplement bien sûr la somme des deux énergies, et je vois apparaître ici un 1 demi oméga carré, qui est commun ici, 1 demi oméga carré, et je peux donc le mettre en évidence. Ce que je vais faire bien sûr sans tarder, voilà le oméga carré et le 1 demi qui est ici. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois tout simplement le moment d'inertie correspondant à la première masse et le moment d'inertie correspondant à la deuxième masse. Et la somme des moments d'inertie, on l'a déjà vu, donne tout simplement le moment d'inertie totale de cet objet composé de deux masses. C'est ce que je peux donc appeler J à nouveau. Et que ce que je vois? Eh bien, je vois que l'énergie cinétique totale de mon objet est donnée par 1 demi de J oméga carré. On voit que la relation que j'avais obtenue ici avec une seule masse, que j'appelais M ici, le mr carré, est généralisée à la somme des mr carrés de chacune des masses. Ici, je n'en ai que deux. Voilà, ce J ici est fait de deux masses. Ce moment d'inertie est fait de deux masses. C'est M1R1 carré plus M2 R2 carré. Donc voilà, ceci est une loi donc tout à fait générale. Si on définit le moment d'inertie d'un système de masse comme étant la somme des moments d'inertie de chacune des masses, on obtiendra comme énergie cinétique ici 1 demi de J oméga carré, où le J est tout simplement la somme de tous les moments d'inertie de toutes les masses du système. Voilà, donc c'est très simple, donc je vais généraliser ça maintenant, un objet réel qui est fabriqué d'atomes, comme ce qui est représenté ici. Alors ça c'est un objet tout petit bien sûr, on est à l'échelle nanométrique ici, mais n'empêche, voilà, on a N atomes, voilà, grand N ici, qui ont chacun leur masse. Et voilà, si ces objets sont en mouvement de rotation, si cet objet est en mouvement de rotation à la vitesse angulaire oméga autour de ce point-là, eh bien ils ont aussi une vitesse, ils possèdent donc une énergie cinétique, et on sait que leur énergie cinétique, ce sera 1 demi de m fois leur vitesse, Rn carré oméga carré représente bien sûr la vitesse au carré, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors le Rn, c'est tout simplement la distance de l'axe de rotation jusqu'à une des masses. Alors ici, j'insiste bien, c'est bien la distance d'un axe à une des masses considérées, la masse petite n considérée. Ceci est important parce qu'on voit que dans ce problème, on a bien un objet à 3 dimensions. Donc voilà, ce n'est pas la distance d'un objet à un point précis, c'est la distance d'un objet, d'une des masses, à l'axe de rotation. Pour que ce soit clair ici, je représente ici un axe de rotation avec 3 masses qui lui sont attachées. Voilà, j'ai la masse M1 ici qui se trouve à une certaine distance R1. Puisque j'ai une certaine vitesse de rotation ici, eh bien, je vais trouver une certaine vitesse ici qui sera donnée par oméga fois R1. La masse 2 ici, c'est la même chose. Si je tourne dans ce sens-là, j'ai la vitesse V2 qui sera la vitesse de la masse M2 qui vaudra donc oméga fois R2. Et même chose pour la masse R3, ici j'aurai aussi une vitesse. Alors, quelle que soit la hauteur à laquelle se trouvent ces masses sur l'axe ici, le résultat sera le même. Les vitesses seront bien les mêmes et ce sera bien à chaque fois la distance par rapport à l'axe fois la vitesse angulaire qui me donnera la vitesse. Donc ceci doit être clair, c'est comme on l'avait vu lors de l'introduction du moment d'inertie dans la loi de la dynamique de la rotation, on a bien un R ici qui représente la distance de la masse à l'axe et non pas de la masse à un point précis. C'est une distance d'un point à une droite qu'il faut considérer. Ceci est très très important. Donc voilà, une fois que c'est considéré, on sait qu'on peut interpréter ceci très simplement. Le R qui est ici, c'est une distance à un axe. Et les masses peuvent effectivement sortir du plan. On peut généraliser tout ce que j'ai raconté dans le plan jusqu'à présent à 3 dimensions. Voilà. Alors, ici, je vais sortir tout ce qui est commun de la somme. Le 1 demi et le oméga carré, il est commun à tous les termes de la somme que j'ai ici. Et donc, je peux forcément le sortir de la somme. Et je vois apparaître ici ce qui était attendu, bien sûr. C'est la somme de tous les moments d'inertie de chacune des petites masses ici composant l'objet. Chacun des atomes ont effectivement une masse Mn. Voilà, donc on retrouve bien sûr la notion de moment d'inertie tout à fait généralisée cette fois-ci à un nombre quelconque d'objets répartis à 3 dimensions. Un nombre quelconque de sous-objets, je devrais dire. On a un objet rigide ici constitué de n objets. Ce nombre n est effectivement quelconque et j'ai généralisé ici la notion de
moment d'inertie. C'est la somme pour n égale à 1 jusqu'à grand N de Mn Rn au carré. Voilà, donc de nouveau, je peux donc effectivement appliquer cette formule-ci, les yeux fermés, quel que soit le type d'objet que j'ai, j'aurai ceci. Et voilà, donc je l'écris, ceci est la forme généralisée de la notion de moment d'inertie. Alors voilà, tu sais bien qu'en pratique, on ne va pas commencer à compter le nombre d'atomes en considérant leur masse et leur distance à l'axe. C'est sûr, quand on a un objet à l'échelle macroscopique, on considère cet objet comme continu. Et comme on l'a fait pour la dynamique de la rotation ici, pour décrire un objet continu, qu'est-ce qu'on fait? On va le discrétiser en petites boîtes, en petits volumes représentés par des petits carrés ici. Voilà, et bien sûr, je peux isoler un volume qui aura une certaine distance à l'axe que je peux appeler Rn, c'est le Rn qui est ici, et le Mn ici est donné par la masse volumique de l'objet, bien sûr, multiplié par le volume que j'ai isolé ici, delta Vn. Ce sera ρ, la masse volumique, fois delta Vn, la masse Mn ici. Et donc, voilà, j'ai ρ fois delta Vn qui va représenter la masse Mn, et je mets le Rn carré ici entre les deux. C'est une écriture commode qu'on adopte en général. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, l'idée, c'est de faire passer les delta Vn ici à une dimension nulle. Je vais faire tendre les delta Vn vers 0, de manière à pouvoir représenter l'objet. Comme tu vois ici, j'ai des volumes qui ne sont pas complets. Donc cette discrétisation, je dois la faire aussi fine que possible pour pouvoir représenter un objet réel à partir de cette notion de décomposition qu'on va appeler décomposition infinitésimale, puisqu'on tend vers 0 ici, et donc les deltas deviennent des grandeurs différentielles. C'est un nombre infinitésimal qui apparaît ici, et je l'appelle maintenant petit d Vn. Ce volume-ci est devenu un volume infinitésimal. Voilà, et donc le sinus somme, bien sûr, doit être remplacé par le signe intégral, tu le sais bien, et l'intégrale doit se faire sur tout le volume de l'objet. Alors je te ferai juste la remarque ici, que ρ peut également être une fonction de la position où on se trouve, dans auquel cas cette intégrale est plus difficile à calculer puisque ρ ne peut pas sortir de l'intégrale. Voilà, c'était juste une petite remarque comme ça en passant. Alors voilà, maintenant on peut calculer, on l'a déjà vu ça, que le moment d'inertie, cette intégrale, on peut la calculer. C'est une intégrale de volume, c'est pas nécessairement simple à faire, tu apprendras des techniques sans doute plus tard pour faire ça. Mais voilà, ici c'est un exemple de moment d'inertie. On peut montrer que pour un cylindre qui tourne autour de son axe, on a un moment d'inertie qui vaut 1,5 de la masse totale de ce cylindre fois son rayon au carré. Le rayon, bien sûr, étant le rayon du cercle ici qui forme la base de ce cylindre à base circulaire. Voilà, on peut également faire le calcul pour une sphère, on obtient 2/5 de mr carré, et on peut faire aussi le calcul pour une tige, par exemple, auquel cas on a une valeur approchée qui vaut 1/12 de ml carré. Si le rayon ici, si la taille transverse de cette tige est beaucoup plus petite que L, on arrive à ce résultat-là. Voilà. Alors, tout ceci maintenant me permet de te donner une illustration de ce qu'on vient de faire. Voilà, l'illustration que je choisis, c'est celle du moteur à combustion interne. C'est un moteur diesel monocylindre qu'on trouve donc bien souvent dans les bateaux. Ce sont des moteurs de bateaux. J'ai ici un seul cylindre et ce cylindre n'est poussé par l'explosion que lors d'une descente. Après la descente, il faut faire l'échappement, il faut faire l'admission et il faut faire la compression. 3 temps sur 4 ne produisent pas d'énergie, c'est bien ça qu'il faut contrer. Au contraire, ils demandent de l'énergie. Et cette énergie, on va la trouver dans le mouvement de rotation du volant qui se trouve ici. Pour que le moteur fonctionne de manière souple, à une vitesse bien constante, on utilise un volant qui accumule effectivement de l'énergie indispensable au fonctionnement de ce moteur. Je répète, 3 temps parmi 4 temps, parmi 4 trajets ici, un simple aller, il n'y en a qu'un qui, je dirais, est aidé par de l'énergie fournie par l'explosion. Tout le reste, ça demande de l'énergie. Je répète, échappement, admission, compression, demande forcément de l'énergie. Et cette énergie, on la trouve dans ce volant.
Alors voilà, on va la calculer. Pour ça, on va utiliser la formule qui me donne le moment d'inertie d'un anneau. Un anneau qui a un rayon intérieur R1, un rayon extérieur R2. On a un creux ici. Tu vois qu'il y a effectivement un creux au centre de ce volant. Et l'intégrale de volume ici me montre ce résultat-ci, 1/2 de m R1 carré plus R2 carré. La formule est très simple et on peut l'appliquer tout de suite. Si je prends un volant qui a 10 cm d'épaisseur, qui a un rayon intérieur de 10 cm et un rayon extérieur de 20 cm, eh bien, tu peux faire le calcul. Tu trouveras avec une masse volumique de 8000 kg par mètre cube, c'est la masse volumique de l'acier, tu trouveras 1,9 kg fois mètre carré. Rappelle-toi, les unités du moment d'inertie, c'est bien une masse fois une longueur au carré. C'est bien une masse fois une longueur au carré qu'on retrouve. Voilà, 1,9 kg fois mètre carré. Alors, ce n'est pas très impressionnant comme nombre, mais on va voir ce que ça donne en termes d'énergie stockée. J'ai donc un mouvement de rotation ici. On va supposer que mon moteur tourne à une vitesse raisonnable pour un moteur diesel qui est de 2400 tours minute. 2400 tours minute, c'est donc la fréquence. Ne confonds pas ça avec la force ici, c'est la fréquence de rotation du moteur. Donc voilà, la fréquence est donc forcément l'inverse de la période. Si je fais 2400 tours par minute, ça veut dire que je fais un tour en 1/2400e de minute. Ok, donc ça va être la période, 1 sur 2400 minutes. Voilà, donc on sait que oméga c'est 2pi sur t, donc voilà, je peux trouver le oméga qui se trouve ici dans l'expression de l'énergie cinétique de rotation. Et voilà, je vais remplacer la minute ici par 60 secondes, tout ça pour utiliser les unités internationales, standards. Je vais utiliser la seconde ici pour le temps, et donc je remplace la minute par 60 secondes. Je peux donc simplifier ici déjà les zéros, et je vois que 240 divisé par 6 me donnera tout simplement 40. Donc j'ai 40 quoi? 40 Hertz, parce que j'ai bien des secondes moins 1. Les tours ici, ce n'est pas une unité, on est bien d'accord. Par contre, ici, j'ai 1 sur des secondes. Ce sont des secondes exposant moins 1, c'est-à-dire des Hertz. Ok, donc j'ai bien 40 Hertz de fréquence. 2400 tours minute correspond à une fréquence de 40 Hertz. 40 allers-retours sur une seconde. Il faut reconnaître que c'est déjà assez rapide, mais la plupart des moteurs tournent encore beaucoup plus vite. Ok. Donc voilà, ceci c'est la fréquence, et comme je le disais, la fréquence, c'est 1 sur la période, c'est une évidence. Si je fonctionne à 40 Hz, ça veut dire que je fais 40 tours sur une seconde, ça veut dire qu'un tour prend 1/40e de seconde. 1/2400e de minute, j'avais tout à l'heure, c'est 1/40e de seconde. Voilà. Donc le 1 sur t ici, que j'ai ici, ça c'est 2pi fois 1 sur t, tu es d'accord? Ça vaut tout simplement 40. Et si je fais 40 fois 2, ça fait 80, fois pi, eh bien je tombe à peu près sur 251 Hertz. 251 Hertz que je peux rentrer dans le oméga carré ici. Alors 251 au carré fois j, qui vaut à peu près 1,9, que je divise par 2, eh bien ça me donne à peu près 60 000. Ça veut dire que j'ai 60 000 joules enfermés dans ce volant qui tourne à 2400 tours minute. 60 000 joules, c'est déjà une énergie considérable. On va essayer de se représenter ce que sont ces 60 000 joules en termes d'énergie. Donc, eh bien voilà, si tu as une masse de 1 kg que tu lances en l'air avec cette énergie, eh bien, tu vas la retrouver à 6000 mètres d'altitude. Ça te donne une idée de ce que représente cette énergie. Alors, comment est-ce que je sais ça? 1 kg, on sait que ça correspond à peu près à 10 newtons. 10 newtons fois 6000, ça me donne bien 60 000. Newton fois mètre, ça me donne bien 60 000 joules. Donc le travail qu'il est nécessaire d'apporter à une masse d'1 kg pour la monter à 6000 mètres, eh bien c'est 60 000 joules. D'accord? Ou bien l'énergie cinétique qu'il me faut pour la lancer, donc pour qu'elle arrive à 6000 mètres, eh bien c'est 60 000 joules, c'est la même chose bien sûr. Donc voilà, ça te donne une idée, il y a pas mal d'énergie stockée dans le mouvement de rotation de ce volant. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Cette énergie est nécessaire, d'une part, pour donner l'énergie aux 3 temps qui ne génèrent pas d'énergie ici sur le piston, mais aussi pour rendre le moteur d'un fonctionnement souple, pour donner de l'inertie au moteur et que ce moteur tourne
rond, hein, sans faire d'à-coups, sans faire trop de vibrations, etc. etc. Voilà, dans cette séquence touche à sa fin. Ici, je voudrais juste te faire un petit résumé de la situation à laquelle on arrive, si on combine ce qu'on vient de voir ici et si on combine aussi donc ce qu'on a vu avec la dynamique de la rotation. Alors voilà, on a trouvé donc ici que l'énergie cinétique valait de rotation, valait 1 demi de j oméga carré, où oméga est la vitesse angulaire. Alors c'est intéressant de comparer ça à l'énergie cinétique pour le mouvement d'une masse en ligne droite. On sait que c'est 1 demi de mv carré, où v vaut tout simplement dx sur dt. C'est la vitesse de la masse qui bouge donc le long d'un axe x, qui est un axe horizontal ici, avec une masse m que j'ai donc là. Alors, ceci est associé à l'équation de la dynamique de rotation. On se rappelle que dans la dynamique de rotation, on a j fois l'accélération angulaire qui est égale à tau, le moment de force appliqué à l'objet de moment d'inertie j. L'accélération angulaire que je vais récupérer suite à l'application d'un moment de force, eh bien, ce sera tout simplement tau divisé par j, plus l'inertie est grande, plus l'accélération sera faible, bien entendu. Et donc voilà, ceci c'est pour décrire la dynamique de rotation. Si j'applique un moment tau à un objet, il va accélérer progressivement. Voilà, j'arrête l'accélération à chaque fois ici, sinon j'aurai des vitesses qui tendent vers l'infini, bien sûr. Donc j'arrête chaque fois le mouvement, mais le moment tau ici est constant. Et j'ai une accélération angulaire qui sera d'autant plus grande que j est petit. J est donné, c'est quelque chose de compliqué. J, c'est le moment d'inertie de cet objet qu'on calcule en toute généralité avec une intégrale que voici. C'est un concept relativement élaboré. Si on le compare ici au simple MRUA, si j'applique une force constante à un objet de masse M, eh bien cet objet est accéléré progressivement. Voilà, je répète à chaque fois l'opération pour montrer ce MRUA. Ici, ce qui provoque l'inertie, c'est la masse M toute seule. La masse, ici, c'est l'inertie du mouvement linéaire, du mouvement rectiligne uniformément accéléré, mouvement rectiligne donc linéaire. Ici, c'est l'inertie pour le mouvement de rotation, décrit donc en termes d'accélération angulaire. Voilà, le parallèle est donc fait maintenant. J'espère que tu as compris comment on pouvait faire pour décrire donc les objets tournants, comment on fait pour décrire leur dynamique et comment est-ce qu'on fait pour décrire leur énergie. Leur énergie et leur dynamique impliquent toutes deux la notion de moment d'inertie, tout comme la masse intervient ici dans les lois de base. Loi de base ici qui est tout simplement la loi de Newton, l'accélération. La masse fois l'accélération est égale à la force, l'équivalent, l'inertie, le moment d'inertie fois l'accélération angulaire est égal au moment de force. Voilà, le parallèle est clair. Voilà, merci pour ton attention et à très bientôt.